Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors, cette nuit, ce soir, c'est avec Maurice Barrès que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture des Déracinés, un livre faisant partie d'une trilogie qui date de 1897. Trilogie est donc considérée comme étant une trilogie d'énergie nationale. On reconsidère en effet ici l'éducation. Nous sommes au lycée de Nancy. Nous parlons de Monsieur Bouteiller, qui a priori ne fait pas le travail de s'adapter à chacun de ses élèves en fonction de qui il est et d'où il vient. Et même avant d'examiner les biographies de ses élèves, Monsieur Bouteiller ne devrait-il pas prendre souci du caractère général lorrain? Il risque de leur présenter une nourriture peu assimilable. Ne distingue-t-il pas des besoins à prévenir, des mœurs à tolérer, des qualités ou des défauts à utiliser? Il n'y a pas d'idée innée. Toutefois, des particularités insaisissables de leur structure décident ces jeunes Lorrains à élaborer des jugements et des raisonnements d'une qualité particulière. En ménageant ces tendances naturelles, comme on ajouterait à la spontanéité et à la variété de l'énergie nationale. C'est ce que nie Monsieur Bouteiller. Quoi? À la façon d'un masseur qui traite les muscles de son client d'après le tempérament qu'il lui voit, le professeur devrait approprier son enseignement à ces natures de Lorrain et aux diversités qu'elles présentent. Et c'est un système que M. Bouteiller n'examine même pas. Déraciner ses enfants, les détacher du sol et du groupe social où tout les relie pour les placer hors de leurs préjugés dans la raison abstraite, comment cela le gênerait-il, lui qui n'a pas de sol ni de société, ni pense-t-il de préjugés? Fils d'un ouvrier de Lille, remarqué à 8 ans pour son intelligence précoce et studieuse, il avait obtenu une bourse jusqu'à l'école normale d'où il sortit le premier. Enlevé si jeune à son milieu naturel et passant ses vacances même au lycée, orphelin et réduit pour toute satisfaction sentimentale à l'estime de ses maîtres, il est un produit pédagogique, un fils de la raison, étranger à nos habitudes traditionnelles, locales ou de famille, tout abstrait et vraiment suspendu dans le vide. Ses mœurs, ses attaches, il les a discutées, préférées et décidées. Et comme il a administré sa vie, il ne lui répugne pas d'admettre que toutes les vies doivent relever d'une sage administration qui leur impose un emploi, un but. Pourquoi les principes qui lui ont servi à se déterminer ne conviendraient-ils pas à organiser les autres? Monsieur Bouteiller sait qu'un individu n'a pas de droit contre la société et il connaît ce qui convient le mieux à la société. En conséquence, il lui appartient de la servir en l'administrant comme à ce troupeau d'enfants, de la servir en se pliant à une sage administration. Il ressemble en plusieurs points essentiels, bien qu'il s'en distingue par ailleurs fortement, à Monsieur Burdeau. Monsieur Burdeau a écrit « Nous n'avons le droit de distraire du service de l'État aucune fraction de notre fortune, aucun effort de notre bras, aucune pensée de notre intelligence, aucune goutte de notre sang, aucun battement de notre cœur. » Désireux d'utiliser son passage à Nancy pour connaître les circonscriptions de Meurthe et Moselle, leur esprit et leurs ressources, le jeune professeur a rassemblé sur cette population un ensemble de renseignements plus nombreux que n'en prend sur la race chevaline un officier chargé de la remonte. Mais l'éducateur ne respectera pas des particularités que l'homme politique prétend effacer. Au résumé, il serait absurde de supposer qu'un Bouteiller, qui a pris sur Kant son point d'appui et qui désormais ne le vérifie pas plus que ne fait un croyant pour la vérité révélée, qui est le délégué parfait d'une espèce psychologique et d'un parti social, peut s'attacher à peser les conséquences de son enseignement et se faire scrupule d'égarer les caractères d'une douzaine de jeunes gens. Il tient son rôle strictement comme une consigne reçue de l'État. C'est le sergent instructeur qui communique à des recrues la théorie réglée en haut lieu. Exactement, il leur distribue de vieux cahiers rédigés depuis 8 ans et qu'il a dictés à Nice, à Brest, comme aujourd'hui à Nancy. Certes, il n'est pas homme à négliger un service public dont il est responsable.
Son cours est remarquable. Dans le meilleur esprit de la jeune école normale, et dès ses premières fréquentations politiques, il l'a rehaussé d'une certaine morale sociale kantienne dont la construction porte sa marque propre. Toutefois, c'est un travail arrêté définitivement où il ne prend plus que l'intérêt de la diction et parfois de l'éloquence. Pendant que ces vieux cahiers présentés avec chaleur tombent en nouveautés enivrantes sur des êtres avides de recevoir, il assouplit sa voix, et c'est des débuts à voix basse qui forcent un public à l'attention cherchée, trouvent ses intonations émouvantes, ses accents de devoir et ses appels à l'énergie virile qui s'accordent le mieux avec son génie. Monsieur Bouteiller forme son âme de domination en déformant des âmes lorraines, et dans le même temps lui prépare un emploi plus vaste dont elle est avide et capable. Par-delà Sturel, Racadeau, Mouchefrin, Galland, Suré-le-Fort, Remerspacher et Renaudin, il observe Gambetta. Au verso de leur pauvre copie d'écolier, il crayonna plus d'une fois des indications que le fameux orateur utilisa dans les débats sur l'enseignement public. Gambetta, d'une curiosité politique insatiable, eût voulu connaître chacun des Français. Monsieur Bouteiller lui donna des rapports sur l'esprit des fonctionnaires en Meurthe et Moselle, d'où cette année-là de nombreux déplacements et des révocations. Ces menées étaient secrètes. Il ne s'en expliquait pas au préfet et pas davantage à la loge maçonnique. Il fit chasser le portier du lycée, un nommé Fanfourneau, type singulier, bonapartiste enragé qui amusait beaucoup et ne scandalisait guère. En vain, des professeurs apitoyés essayèrent-ils d'éviter une telle rigueur au vieux soldat qu'il représentait comme une sorte d'imbécile sympathique. Rien n'y fit et sur un ordre, le portier fut décampé avec son fils de 12 ans, Louis Fanfourneau, qui, par la même catastrophe, perdit sa bourse. C'était un enfant très doux, très nerveux, et dans la cour des petits, on eut les larmes aux yeux en le reconduisant à la grille un dur soir d'hiver. Monsieur Bouteiller fut soupçonné, ses collègues entre eux le blâmaient. Tous ses élèves nièrent sa responsabilité ou reconnurent son austère sentiment des implacables exigences du devoir. Ce rôle de dénonciateur n'inquiétait pas sa conscience. Elle se fiait tout entière à une règle morale acquise dans des méditations de cabinet et qu'elle ne remettait jamais, au grand jamais, en discussion. Quand M. Bouteiller était encore élève, un de ses condisciples déroba une montre, fut convaincu, puis, sur ses pleurs et ses supplications, pardonné par le voler. Mais lui, solennellement, porta plainte au proviseur, exigea l'expulsion du coupable. Avec quiétude, il faisait reposer toute sa conduite comme son enseignement sur le principe kantien qu'il formulait ainsi : « Je dois toujours agir de telle sorte que je puisse vouloir que mon action serve de règle universelle. » Dans les cas particuliers que nous citons, il avait jugé qu'il n'appartient pas à un brouillon qui se pique de générosité de maintenir quelque chose de pourri dans une collectivité. Il y a dans cette règle morale un élément de stoïcisme et aussi un élément de grand orgueil, car elle équivaut à dire que l'on peut connaître la règle applicable à tous les hommes, et puis encore un germe d'intolérance fanatique. Car concevoir une règle commune à tous les hommes, c'est être fort tenté de les y asservir pour leur bien. Enfin, il y a une méconnaissance totale des droits de l'individu, de tout ce que la vie comporte de varié, de peu analogue, de spontané dans 1000 directions diverses. Cette dure morale sert M. Bouteiller. Par ses manœuvres, il donne des gages à ses grands amis de Paris. Je doute que ce fût un calcul, ces natures abstraites étant par définition dégagées des mesquineries. Mais les partis
et s'ils aiment qu'on les serve, apprécient surtout qu'on se coupe toute retraite vers leurs adversaires. Par la puissance et par la discrétion de son travail, en toute carrière n'est-il pas légitime qu'un débutant se laisse exploiter? Et surtout par son zèle sectaire, il mérita l'estime de Gambetta qui, sans trêve, recrutait des hommes. Un jour de mai, le jeune professeur monta dans sa chaire, plus blême, plus grave, plus homme de conscience que jamais, et après un long silence, ayant levé les yeux sur les élèves qu'émouvait un pressentiment, « Messieurs, leur dit-il, je viens de traverser une des crises de conscience les plus pénibles qu'il m'ait été donné de subir, moi qui, je puis le dire, en ai subi de si douloureuses dans l'année 1871, où le devoir s'obscurcissait en même temps que la notion de patrie et l'idée d'humanité. Cette nuit, j'avais à choisir entre deux devoirs. Le gouvernement de la République m'appelle dans un lycée de Paris. Dois-je accepter ? Dois-je quitter des intelligences auxquelles je me suis attachée, auxquelles je puis encore être utile ? Je n'ai pas besoin de vous dire que l'idée d'avancement n'a pu un seul instant plaider dans ce débat intérieur. À celui qui depuis des mois est le compagnon de votre pensée, vous ferez bien l'honneur d'accorder qu'il n'envie d'autre poste que celui où il peut rendre son maximum de service. Mais précisément dans l'espèce, suis-je juge de mon utilité ? Si le gouvernement de la République dispose de ce que j'ai de force, ne dois-je pas m'incliner ? Les considérants que j'apporterai dans cette discussion ne serait-il pas, à mon insu, l'expression du plaisir que je trouve parmi vous ? Oui. Oui, nous avons fait le plus pénible de notre tâche. Nous sommes des caractères qui avons appris à nous connaître. Il ne nous restait plus qu'à jouir de l'atmosphère fortifiante des sommets. Dans le début, nous nous étions un peu attardés aux philosophies d'Ionie, et l'on coupe court difficilement, je l'avoue, aux entretiens de Socrate. L'hellénisme examiné, nous allions presser le pas, traverser plus rapidement des cultures notables, mais qui n'intéressent pas notre vie. C'est alors que nous aurions embrassé une grande pensée, la plus ample et la plus décisive, dont à plusieurs reprises je vous ai signalé les temps. Comment Kant aboutit au scepticisme absolu, et puis comment il rétablit le principe de certitude en disant « Une réalité existe, c'est la loi morale ». Beaux horizons, messieurs, qu'il ne nous est pas donné de parcourir ensemble, mais prévenus par mes soins, vous voudrez souvent y revenir. Cette certitude des satisfactions que je trouverai à rester au milieu de vous me rend suspect le désir que j'en ai. Le devoir, pour ordinaire, a des aspects plus austères. Craignons de nous masquer la vérité par égoïsme. N'y a-t-il pas ailleurs une tâche plus lourde ? Des esprits qui ont besoin d'un conseiller, d'un guide ? Je remets leur sort entre vos mains. Pour moi, j'ai fait mon sacrifice. Si je n'ai pu cette nuit prendre un instant de repos, c'est que je devais accepter cette douloureuse séparation. À vous, maintenant, d'apprécier si vous vous sentez l'énergie d'immoler au meilleur bien l'avantage incontestable de continuer sous un même maître la préparation de votre examen. Nous allons voter. Voter librement. Je me conformerai à la décision de votre majorité, mais l'on aura vu si vous êtes des hommes capables de céder au devoir. Que ceux qui sont décidés à s'incliner devant la décision du gouvernement lèvent la main. Après s'être regardés les uns les autres, ils mirent les mains en l'air. Monsieur Paul Bouteiller dit « Maintenant les preuves contraires. Que ceux qui protestent contre mon départ lèvent la main. » Galant de Saint-Flin seul leva la main. Quelques-uns, soit par servilité, soit sous l'action du speech de M. Bouteiller, le huèrent. Mais le maître les fit taire.
Monsieur Galland de Safflin a usé de son droit absolu. Je lui demanderai seulement de nous dire, s'il le veut bien, le motif de sa protestation qui, je le constate, est unique. Galland, debout, comme c'était la coutume pour réciter la leçon, et très intimidé, sa petite figure jaune et pâle, un peu animée de rouge, dit « Je pensais que l'on pourrait envoyer à Paris le professeur que l'on nous destine, de sorte qu'ici rien ne serait changé. » L'argument, quoique présenté sans aplomb, portait avec lui une telle évidence que chacun en eût été gêné, sans M. Bouteiller qui répondit de sa belle voix grave: « Je suis touchée du regret que vous exprimez de mon départ, Monsieur Galland de Saint-Flin, mais croyez-moi, c'est nous qui avons raison, et contre un devoir, il ne faut pas subtiliser. Il ne faut jamais non plus que nos préférences personnelles interviennent contre ce qui porte un caractère d'utilité générale. Rappelez-vous le principe sur lequel nous fondons toute morale. Combien de fois nous l'avons formulé? C'est d'agir toujours de telle manière que notre action puisse servir de règle. Il faut se conformer aux lois de son pays et aux volontés de ses supérieurs hiérarchiques. J'irai donc à Paris, où m'appelle Monsieur le ministre de l'Instruction publique. Je vais vous quitter, la vie ne nous séparera pas. Je ne perdrai de vue aucun de vous. Je vous suivrai dans les carrières diverses où vous appelleront vos dons naturels, vos justes ambitions et les choix des autorités légitimes. Vous cessez d'être mes élèves, vous devenez mes amis. Toujours je serai heureux si l'un de vous frappe à ma porte de cabinet de travail. Avant de partir, je voudrais une fois encore tâcher de vous être utile. Laissons de côté le cours, laissons de côté l'examen de fin d'année. Vous pouvez l'envisager avec bon espoir. Je voudrais considérer avec vous un plus long espace et chercher à distinguer, d'après ce que je sais de vos aptitudes, comment vous collaborerez aux destinées de la patrie. Alors cet homme admirable descendit de sa chaire et, se promenant le long des bancs, commença de dire une façon de bonne aventure à chacun de ses enfants, tremblant de gêne et d'orgueil. C'était exactement le sorcier de jadis, mais d'aspect moderne. Il disposait des mêmes forces, autorité dans le regard, intonation prophétique et psychologie pénétrante. L'âme un peu basse de cet homme qui leur faisait l'illusion d'un philosophe et qui n'était qu'un administrateur se trahissait en ceci qu'il les avertissait sur leur emploi et non sur leur être. Il voyait partout des instruments à utiliser, jamais des individus à développer. Monsieur Remers Pêcheur, il faut que vous entriez à l'école normale. Vous avez de la puissance de travail, peu de facultés imaginatives, un grand bon sens de la santé intellectuelle. Voilà ce qui convient dans notre université à une époque où il s'agit d'unifier les caractères. À vous aussi, monsieur Sturel, on pourrait conseiller l'école normale. Vous deviendriez un de ces esprits distingués, agiles et fins, comme il s'en forma autour de la Weiss, d'About, d'Assolan. Mais la tâche pressante, la tâche si grave des éducateurs modernes, former une génération républicaine, selon moi, ne veut pas de brillance, c'est un luxe de vainqueur. En revanche, vous ferez un excellent magistrat. Il existe chez ces messieurs une tradition de culture agréable que la République aurait tort de laisser perdre. Le magistrat désigné comme le soldat pour servir l'organisation sociale sans la juger a droit à distraire son esprit. Vous avez de la fortune, je crois. Avec votre éducation, votre parfaite honorabilité de famille, vous ferez un excellent magistrat. Et si, comme il est probable, vous avez quelques dons de parole, vous fournirez aisément une belle et utile carrière. Vous, monsieur de Galland de Saint-Flin. Toute la classe tomba en arrêt, prête à rire.
Vous, Monsieur Galland de Saint-Flin, vous devriez rentrer à Saint-Cyr. Galland de Saint-Flin répondit avec naïveté. Ma grand-mère ne veut pas. Voilà, c'est sur ces indications données à chacun des élèves de la classe de Monsieur Bouteiller que nous allons nous arrêter. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!